Bonjour, est-ce que ça vous dit qu'on parle des gros riches? Je suis tombé sur cet article et quand je tombe sur des articles sur les milliardaires qui triplent leur fortune, etc., ça m'intéresse toujours parce que c'est un petit peu un des sujets de cette chaîne, mais surtout parce que là, cet article, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais qu'il va passer à côté de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel quand on parle de la richesse? L'essentiel quand on parle de la richesse, c'est d'essayer de comprendre comment ces gens qui sont devenus extrêmement riches ont fait pour devenir extrêmement riches. Quelles sont les décisions qu'ils ont prises, quelles sont les compétences qu'ils ont développées, quels sont les choix qu'ils ont faits pour en arriver à ce niveau de richesse. Et systématiquement, dans les articles qui concernent les riches, ces faits-là sont absolument ignorés. Ils sont passés sous le tapis au profit de quoi? Au profit d'un travail émotionnel. En général, c'est systématiquement « Regardez, c'est un scandale qu'il y ait des gens aussi riches que ça, le monde serait tellement mieux si on pouvait prendre l'argent des riches pour en donner aux pauvres. » C'est pour ça que la richesse est tout le temps traité comme quelque chose qui ne concerne que les autres. Voilà, ce sont les autres qui sont devenus riches, ce sont les méchants là-bas qui sont devenus riches, nous ne pourrons jamais devenir riches, et c'est quelque chose qui est traité sous le prisme d'émotions comme la colère, l'indignation, ce genre de choses, la haine aussi également, et ça débouche exclusivement sur des choses du type « oui, il faudrait voter pour des gens qui répartissent mieux la richesse ». Et ça, c'est une chose, je pense que c'était ressorti du débat que j'avais eu avec le streamer d'extrême gauche Calivision, c'est que quand on gratte un petit peu, au-delà de ce discours qui se donne les habits de la moralité, il n'y a pas de solution au problème de la pauvreté. Parce que le problème, ce n'est pas qu'il y a des riches, le problème c'est qu'il y a des pauvres. Et donc le discours d'extrême gauche va nous dire regardez, c'est très simple pour régler le problème de la pauvreté, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'argent des riches pour les donner aux pauvres. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la possibilité aux gens de s'enrichir. On ne règle pas le problème de la pauvreté en mettant de l'argent sur les pauvres. On règle le problème de la pauvreté en donnant les moyens. Donc c'est un travail de formation, c'est un travail qui porte sur les connaissances et les compétences, en permettant aux gens d'apprendre à s'enrichir. Et la chose pire qu'on fait quand on se dit il suffit de prendre aux riches pour donner aux pauvres, c'est qu'on coupe la possibilité au sein d'une société que des gens s'enrichissent. Donc qu'est-ce qui se passe quand des gens d'extrême gauche arrivent au pouvoir? Eh bien, au début, il y a un festin. C'est « oui, c'est super, regardez, enfin, on a récupéré l'argent des méchants riches, etc. » Donc, on coupe quelques têtes, on festoie sur les dépouilles des gens dont on a coupé les têtes, et puis au bout de quelques jours, les gens se rendent compte « ah tiens, mais il n'y a plus à manger, il n'y a plus rien dans les placards, mais dites, qui est-ce qui sait faire à manger? Qui est-ce qui sait produire de la valeur ici? Ah zut, on leur a coupé la tête !» Et donc, c'est comme ça que toutes les sociétés qui ont essayé de pousser jusqu'au bout les utopies communistes, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des sociétés où au bout d'un moment, vous avez une masse de gens qui sont pauvres, qui stagnent dans la pauvreté, et vous avez une petite oligarchie qui essaie malgré tout de gratter un petit peu d'argent en faisant travailler les gens gratuitement, en sanctionnant les quelques riches qui restent. Donc c'est vraiment l'idée, c'est que derrière ces discours du type « oui, mais regardez, la richesse est scandaleuse, le monde serait tellement plus beau si on pouvait prendre leur argent pour leur donner aux autres », ce genre de discours, c'est juste des discours qui sont émotionnels, ils n'apportent pas de solution rationnelle au problème de la pauvreté, parce que la solution rationnelle au problème de la pauvreté, c'est de permettre à plus de gens d'apprendre à créer de la valeur. Et c'est pour ça qu'on va faire un travail de réinformation. On va lire cet article avec l'optique bienveillante, la seule optique bienveillante qui soit, à savoir quelles informations on peut tirer de cet article pour permettre aux gens de s'enrichir. Alors, les milliardaires français ont-ils triplé leur fortune sous Macron, comme le dit Ruffin? Si le député de la Somme force un peu le trait, l'ordre de grandeur est bien celui-là. Explication. Donc, la question c'est pas est-ce que les milliardaires ont triplé leur fortune sous Macron? La question c'est comment ils ont fait. Ça devrait être ça, l'angle. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé sous Macron? Ce qui s'est passé sous Macron, c'est qu'il y a eu un coup de frein à l'économie. Vous avez eu la crise du Covid, et les marchés financiers se sont cassés la figure. Qu'est-ce qui se passe quand les marchés financiers se cassent la figure? C'est les soldes. Et donc, évidemment que les gens riches se sont enrichis pendant le quinquennat Macron, mais c'est pas tellement lié à des questions de politique ou de fiscalité, c'est lié à quelque chose de très simple que tous les gens qui veulent s'enrichir devraient apprendre, c'est que quand il y a une crise économique, c'est l'occasion d'acheter des actions moins chères et donc de bénéficier de la remontée. Et donc sous Macron, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la crise du Covid, donc un énorme crash, et ensuite il y a eu une reprise en V. Donc évidemment que les gens qui sont un peu formés, qui se sont exercés à prendre de bonnes décisions, se sont enrichis, et plus on est riche, plus on bénéficie de ça pendant une crise. Alors, depuis 2 jours, le député de la France Insoumise, François Ruffin, s'est trouvé un nouveau mantra qu'il répète en boucle sur tous les médias. En 5 ans de Macron,
Macron, les milliardaires français ont vu leur patrimoine multiplié par 3. Et donc, encore une fois, on est sur de l'indignation et de la colère, au lieu d'essayer de comprendre comment ça marche, et vous avez vu que c'est assez simple, et je viens de vous l'expliquer. Il a dit dans une interview au Monde ce mercredi 22 juin, l'a répété le soir même sur France 5, les 5 premières fortunes ont triplé sous Macron. Et le député réélu de raconter sa campagne, je demandais aux gens, vos salaires ont triplé, vos retraites ont triplé, vos appels ont triplé, les gens rigolaient ou protestaient, bah non, et j'expliquais, parce que les grandes fortunes ont triplé sous Macron. Donc vous voyez ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est que, et je suis très content qu'il le décrive avec autant de franchise, ce qu'il fait, c'est qu'il excite la colère des gens, et ensuite il leur donne des boucs émissaires. Regardez, eux par contre, ils ont gagné beaucoup d'argent, alors que pas vous, donc vous devez être en colère contre ces gens. Et donc ce que je trouve assez peu soutenable dans le business model de François Ruffin, c'est que lui, l'argent qu'il gagne, parce qu'il se met bien François Ruffin, l'argent qu'il gagne vient d'où? Il vient du fait qu'il y a des entrepreneurs qui créent des services, qui créent des produits, qui créent de la valeur, sur lesquels l'État prend de l'argent pour le donner à des gens comme François Ruffin. Mais au lieu de reconnaître ça, au lieu d'accepter le fait qu'il vit aux dépens de ceux qui créent de la valeur, eh bien vu qu'il a aussi besoin de se faire élire, il doit être en contradiction entre ses sources de revenus et son discours, et donc c'est pour ça qu'il va exciter les gens contre ceux-là même qui lui permettent de gagner de l'argent. Donc c'est un business model qui n'est pas soutenable, c'est éthiquement assez douteux. De toute façon, ce genre de politiciens, il leur suffit que leur discours soit éthique, ils n'ont pas besoin que leur comportement soit éthique. Le chiffre surprend, on l'a dit et répété ces derniers mois, les riches sont plus riches qu'avant. Le Covid et le blocage de l'économie ont paradoxalement contribué à renforcer les bourses. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Il n'y a pas les bourses qui ont été renforcées. Le blocage de l'économie fait que les investisseurs ont paniqué, ils ont vendu, donc il y a eu un creux, et les gens qui savent que c'est une bonne idée d'être anticyclique en ont profité pour se renforcer pendant le creux et sont ressortis plus riches après. Et donc effectivement, les gens qui sont riches, ce sont des gens qui ont acquis ces réflexes, et donc évidemment qu'ils s'enrichissent pendant les crises. Il n'y a pas de paradoxe là, il y a un paradoxe dans l'esprit de quelqu'un qui n'est pas formé à ça, et qui ferait bien de se former avant d'écrire sur le sujet. C'est là qu'a abouti aussi une bonne partie des milliards déversés par tous les États occidentaux pour sauver les entreprises et les salariés. C'est là aussi que s'est placée l'épargne supplémentaire engendrée par les confinements et l'impossibilité de voyager ou d'aller au restaurant. Bah oui, donc pourquoi des milliards déversés par les États? Évidemment que quand il y a une crise, l'État vient au chevet des entreprises et des salariés, donc je vois pas pourquoi il y aurait quelque chose de... Enfin, je vois pas pourquoi il emploie un champ lexical de ce genre-là. De là à une multiplication par 3, eh bien oui, ou presque. Eh bien, pour moi, les gens qui ont profité d'utiliser leur épargne pour la mettre en bourse ont eu le bon réflexe, et effectivement, ces gens-là ont fait x3. C'était pas très difficile de faire x3 quand vous avez eu un creux comme ça, et quand vous savez que l'année 2021 a eu des rendements historiques dus au fait du redémarrage brutal de l'économie, c'est pas surprenant, il n'y a pas de quoi s'indigner. Il y a juste là à regarder rationnellement ce qui s'est passé pour pouvoir en tirer des leçons pour la suite, parce que là, je vous rappelle qu'on est également dans une crise, qu'on va peut-être entrer en récession, et donc vous allez avoir des moutons qui vont commencer à dire « Ouh là là, c'est la fin de tout, c'est la fin du monde, etc. » Et au lendemain de cette crise, quand l'économie va redémarrer, on aura encore des articles de ce genre « Oh, bah c'est bizarre, les riches sont devenus plus riches. » Bah oui, mais tout le monde peut devenir plus riche avec les bons réflexes. Et donc mais ça suppose d'avoir une presse qui fait le boulot, au lieu de... Enfin voilà, une presse un peu plus rationnelle, et un peu moins basée sur les émotions, qui est un petit peu moins au service des dealers d'opinion comme ce monsieur Ruffin. Mais de là à une multiplication par 3, eh bien oui, ou presque. L'Obs s'est replongé dans le classement des plus grandes fortunes du monde, établi chaque année par le magazine Forbes. En 2017, parmi les 1000 premières fortunes mondiales, on comptait 23 Français. Ils sont désormais 27. Pas exactement les mêmes, par exemple Liliane Bettencourt et blablabla. Parmi tous ces Français, le patrimoine total est passé de 221 milliards de dollars en 2017 à près de 520 milliards aujourd'hui, soit une multiplication par 2,35. Encore plus flagrant, lorsqu'on s'arrête sur le top 5 des milliardaires français, leur fortune additionnée sont passés de 126 milliards de dollars à 345 milliards et des brouettes désormais, soit une multiplication par 2,75. On a qui dans ce top? On a Arnaud, Bettencourt, Dassault, Pinault, Patrick Drahi, donc il y a quand même des entrepreneurs là-dedans. Et donc pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on dit la fortune,
Qu'est-ce que c'est que la fortune d'un milliardaire? C'est pas son salaire. La fortune, c'est pas oh regarde, j'ai plein d'argent qui arrive sur mon compte. La fortune, il parle du patrimoine. Et donc dans ce patrimoine, il y a quoi? Il y a des actions. Et donc quand quelqu'un a une bonne idée et qu'il est capable de la faire fructifier, quand il crée une entreprise qui grandit, eh bien les parts qu'il a en tant que fondateur vont également grandir. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Donc derrière ces richesses immenses, il y a quoi? Il y a des gens qui ont eu l'audace de créer des entreprises, parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit. On s'enrichit quand on est capable de tourner une bonne idée en une entreprise. Et donc, il n'y a rien de choquant là-dedans, il n'y a rien de scandaleux là-dedans. Et heureusement que ça peut être récompensé. Et il faut savoir par ailleurs que donc, si l'argent dont on parle, ce sont des actions d'entreprise, eh bien, c'est de l'argent qui est au service de l'économie. Ça veut dire que leur argent est au service du financement d'entreprises pour qu'elles puissent innover, pour qu'elles puissent embaucher, pour qu'elles puissent créer de la valeur. Donc ce n'est pas de l'argent qui dort. Et je ne suis pas persuadé qu'en prenant cet argent et en essayant de le remettre ailleurs comme ça, avec des bons discours de type je lutte contre la pauvreté, je ne suis pas certain qu'on fasse du bien à la richesse collective. Certes, François Ruffin force un brin le trait et oublie de préciser que le top 5 a évolué en 5 ans. Donc il y a Rodolphe Saadé, patron du transporteur CMA, qui s'est imposé. Donc c'est un entrepreneur, effectivement, c'est ce que je disais, alors que Patrick Drahi, propriétaire de SFR, en est sorti, mais l'ordre de grandeur est celui-là. Donc on n'a pas des gens qui sont des parasites, comme essaie de le dire, comme essaie de le faire croire les discours d'extrême gauche. On a des gens qui ont créé de la valeur en développant des entreprises, et leur richesse est liée au fait que leur idée a bien marché, a bien fonctionné. Alors bien entendu, ces fortunes sont théoriques puisqu'elles sont corrélées à la valeur boursière des entreprises de ces milliardaires. Merci, c'est très rare que les journalistes qui écrivent ce genre d'articles aient l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Néanmoins, plus que le montant brut, il convient de noter l'évolution spectaculaire. Et ça, encore une fois, je vous ai expliqué d'où ça venait, donc il n'y a rien de surprenant, c'est juste que derrière, il y a des décisions. Derrière, il y a des décisions et il y a du tempérament. Et ça, vous pouvez le faire à votre petite échelle. Quand les bourses se cassent la figure, quand vous commencez à avoir des gros titres des journaux du type c'est la crise financière, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Ça veut dire que c'est peut-être un bon moyen d'entrer sur les marchés financiers. Néanmoins, plus que le montant brut, il convient de noter cette évolution spectaculaire, tout comme le poids dans l'économie française. Dans son dernier classement des 500 premières fortunes de France, Challenge notait que le patrimoine global est au plus haut, avec 1000 milliards d'euros en hausse de 30% en un an seulement. Bah oui, si on parle de 2021, ça, à peu près 30%, ça a été le rendement de la bourse. Donc ça vient de là. Il suffit juste que les gens soient un petit peu plus conscients de comment fonctionne la bourse, au lieu de le voir soit comme un casino, soit de le voir comme quelque chose qui est un empire des méchants riches réservé aux autres. Non, tout le monde peut commencer à investir, et c'est la manière la plus démocratique de commencer à se construire un patrimoine. Dans le magazine, l'économiste Gabriel Zucman notait ainsi, en 1980 aux États-Unis et en Europe continentale, la part du 1% les plus riches dans le revenu national était la même, environ 10%. Depuis, elle a doublé outre-Atlantique et est passée à environ 12% en Europe. La France a suivi cette tendance, mais avec une prospérité remarquable de ses milliardaires. Aux États-Unis, les 400 premières fortunes représentent 19% du PIB. En France, c'est 20%. De même, un rapport de la banque suisse UBS et du cabinet PwC révèle qu'entre 2009 et 2020, la fortune des milliardaires français est passée de 82,2 milliards de dollars à 442,9 milliards, soit une production de plus 439%, bien plus que celui des milliardaires allemands ou anglais. Vous voyez ces chiffres, plus de 400%, ça paraît énorme, mais dites-vous qu'à votre échelle, c'est ce que vous auriez obtenu si vous aviez investi par exemple dans le SP500 de 2009 à 2020. C'est ce genre de rendement qu'on a quand on est un investisseur de long terme en bourse. Mais encore une fois, ça suppose d'arrêter de percevoir les riches comme les autres et comme des méchants, ça suppose de se dire je peux moi aussi faire de bons choix, prendre de bonnes décisions. Et bien sûr que tout le monde ne va pas arriver à un niveau de richesse de Patrick Drahi ou de Bernard Arnault, parce que des entreprises qui marchent vraiment bien, il y a tellement de conditions qui entrent en jeu que c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez prendre part aux aventures des gens qui ont créé des entreprises qui marchent en achetant des actions de ces entreprises. Donc c'est tout à fait différent comme approche que de l'approche du parasite. L'approche du parasite, c'est ils sont trop riches, on leur prend de l'argent, alors que vous pourriez accompagner leur réussite, parce que acheter une action de, je sais pas moi, Microsoft, Apple, enfin une entreprise qui a bien
bien marché. Une entreprise que vous aimez bien, une entreprise qui vous plaît, Air Liquide, j'en sais rien. Le fait d'acheter des actions de cette entreprise, ça vous permet d'accompagner l'aventure, ça vous permet de bénéficier de la richesse, mais aussi de contribuer à la création de richesse, parce que ce que vous faites en achetant une action, vous permettez à une entreprise de se financer gratuitement en l'échange d'un partage de ses bénéfices futurs. Et donc, à votre échelle, vous pouvez également, sur le long terme, atteindre des performances de ce genre-là. Mais ça suppose, encore une fois, d'arrêter de considérer que la bourse, c'est quelque chose qui est réservé pour les riches, et que les riches, c'est nécessairement les autres. Mais pour en arriver à ce niveau de réinformation, il faudrait encore que les journalistes fassent le boulot, mais j'ai l'impression que les journalistes, leur travail, c'est quand même de servir la soupe aux dealers d'opinion, du type ah tiens, François Ruffin a dit que les riches étaient très riches et que c'était mal, alors il a pas tout à fait raison, mais il a quand même un peu raison quand même. Donc les journaux contribuent à un traitement émotionnel de la richesse, alors qu'il faudrait plutôt accorder à ce sujet un traitement rationnel, dans le sens précis de permettre aux gens qui lisent de prendre des décisions de nature à favoriser leur richesse. Alors, François Ruffin en profite pour dénoncer les politiques d'Emmanuel Macron pendant son premier quinquennat, qui ont notamment profité de la fin de l'impôt sur la fortune et de la politique de la flat tax, qui a fait bondir le versement des dividendes. Bondir le versement de dividendes, c'est absolument n'importe quoi ce qu'il raconte. Ce qu'il raconte, c'est absolument n'importe quoi. Il n'y a pas eu de bon de versement de dividendes. Ce qui s'est passé, c'est que en 2020, pendant la crise, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû couper leurs dividendes. Et en 2021, avec le redémarrage de l'économie et l'argent que les entreprises avaient pu économiser en ne versant pas leurs dividendes en 2020, eh bien elles ont pu verser un dividende normal en légère augmentation, mais les dividendes n'ont pas explosé. Ces discours du type les dividendes ont explosé, ça ne veut absolument rien dire. Les entreprises que j'ai dans mon portefeuille n'ont pas explosé leur versement de dividendes, ça a une croissance normale, on est sur le genre de croissance habituelle qu'on a dans ce domaine. Et là encore, le traitement de l'information n'est pas satisfaisant parce que les dividendes, c'est toujours traité comme quelque chose qui ne bénéficie qu'aux autres. Tout le monde peut commencer à toucher des dividendes. À partir de 10 euros, à partir de 20 euros investis, on peut commencer à toucher des dividendes. Et c'est comme ça qu'on peut se protéger de l'inflation plutôt que de faire mourir son argent sur des produits peu intéressants comme le livret A. Le récent rapport sur les riches par l'Observatoire des inégalités soulignait ainsi qu'en moyenne, les 10% des Français les mieux payés ont gagné 2200 euros supplémentaires chaque année entre 2014 et 2019, 2 fois plus que les classes moyennes dans le même temps. Mais ça, encore une fois, c'est pas inaccessible. C'est pas inaccessible. Il suffit de commencer à épargner un petit peu, on commence avec des toutes petites sommes, on les place dans des entreprises ou dans des ETF, et ça permet progressivement de pouvoir augmenter ses revenus. Et 2014-2009, c'est quoi? C'est 5 ans, et en 5 ans, on peut commencer à avoir un petit effet cumulé. Et ça, c'est pareil, l'effet cumulé, ça devrait être au cœur d'un article sur la richesse, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas comment ça marche, alors que c'est ce qui permet d'expliquer que vous vous retrouviez avec des gens qui ont autant d'argent. Et donc, au lieu d'expliquer ce phénomène qui est très simple et auquel tout le monde peut avoir accès, eh ben non, on fait dans le spectaculaire, on fait dans l'émotionnel. Plus vos revenus sont élevés, plus les politiques menées entre 2017 et 2022 les ont augmentés avec une prime considérable aux très riches, critique le rapport. Et bien voilà, nous arrivons au bout de cet article. J'espère que ce travail de réinformation vous a intéressé. Si vous êtes complètement en désaccord avec ce que j'ai dit, eh bien je vous félicite d'être resté jusqu'au bout. C'est en étant capable de mettre en question vos lieux communs et vos croyances que vous allez pouvoir vous lancer sur le chemin de la richesse. Et quant à moi, je continuerai de temps en temps d'essayer de vous réinformer sur ces sujets, parce que je pense que la finance, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre beaucoup plus tôt dans le parcours des gens, parce que c'est un levier considérable qui permet non pas aux riches de devenir plus riches, c'est vrai, mais ça permet aussi aux gens normaux, aux gens tout à fait normaux, d'accéder progressivement à la richesse sans avoir à compter sur les promesses de bonimenteurs, mais en comptant seulement sur leurs connaissances et sur leurs compétences. Et je vous rappelle que si vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, si vous voulez commencer à collecter des dividendes, si vous voulez commencer à faire travailler une partie de votre argent pour vous, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Et je continuerai régulièrement à vous tenir au courant des performances de mon portefeuille, mais je peux vous dire, ça c'est quelque chose, j'en ai la quasi-certitude, que la crise financière dans laquelle nous sommes aujourd'hui va se terminer, et que quand tout va remonter, eh bien les gens qui auront eu du tempérament vont faire x2, x3, et les gros titres des journaux vont encore nous faire des articles sensationnels sur les méchants riches, oubliant au passage que y a aussi des gens tout à fait normaux, comme moi, peut-être comme vous, qui vont également faire x2 ou x3.
Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles news.